Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur la page du Shadok pour cette nouvelle édition de Tous connectés et après, un cycle de table ronde où nous interrogeons le numérique et ses conséquences dans la société. Et nous l'interrogeons avec vous et avec nos invités. Je vais vous présenter ce soir ceux qui vont parler avec nous de ce thème qui est ville et numérique, comment construire et comment penser la ville de l'après-Covid. Donc j'ai le plaisir de recevoir notre toute nouvelle adjointe ville et numérique. C'est vraiment son intitulé. Alors ses missions sont plus nombreuses, mais quand même, il y a ville et numérique dans sa délégation. Donc Céline Gasmain, bonsoir. Bonsoir Pierre-France, merci pour l'invitation. Et je reçois également Antoine Courmont. Donc Antoine, lui, ville et numérique, c'est carrément son sujet d'étude. Il en a fait une chaire. Il en est le responsable scientifique, puisque donc eh bien vous dirigez en fait les recherches à Sciences Po Paris sur ce thème de ville et numérique. Bonsoir Antoine. Bonsoir, oui, merci pour l'invitation. Et donc, je rappelle le principe. J'ai évidemment quelques questions à poser à nos invités, mais c'est une table ronde, même si elle est virtuelle en visioconférence, vous pouvez poser vos questions dans le chat de cette vidéo. Que je vais surveiller et je prendrai les questions et je les répéterai à nos invités. Voilà. Donc les présentations étant faites, de quoi va-t-on parler? Alors, on a beaucoup parlé des outils numériques et de la manière dont ils s'étaient installés pendant la période du confinement. Beaucoup de gens ont dépendu de ces outils. Et nous, on s'est posé la question de voir quelle a été un petit peu leur prise dans la manière dont la ville se conduit, dans la manière dont la ville se pilote, et puis quels étaient leurs effets. Donc avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais qu'on définisse avec vous un petit peu les termes qu'on va utiliser. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de ville numérique? On entend aussi des petits vocables qui sont parfois un petit peu marketing ou qui sont un petit peu jetés comme ça dans le débat public un peu pour faire un peu paillettes. Je pense notamment à Smart City, Safe City, ce genre de choses. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de tout ça? Qui c'est qui veut démarrer là-dessus? Moi, je veux bien entamer la discussion. Merci, Antoine. Sur les questions effectivement de numérique, c'est important puisqu'on entend beaucoup parler du terme et c'est assez intéressant puisque la question de la relation entre ville et numérique est-elle nouvelle quand on sait que les questions de l'informatique, de l'informatisation sont bien plus anciennes et datent déjà des années 70, 80, 90 pour le grand public. Et donc, qu'est-ce qui aurait changé avec le numérique et quand est-ce qu'on pourrait dater l'entrée dans le numérique pour les villes et pour leurs habitants? Donc, nous, dans nos recherches, ce qu'on propose, c'est de se dire que ça, il y a à peu près une grosse dizaine d'années maintenant, aux alentours de la fin des années 2000, 2008, on entrerait dans l'ère du numérique pour les villes, puisqu'on aurait une convergence de plusieurs phénomènes. On a en premier lieu l'apparition du smartphone, avec l'iPhone qui apparaît en 2008, l'iPhone 3G, et qui va véritablement transformer nos pratiques urbaines de nous, chaque citadin, en nous permettant d'avoir de l'information en communication, de se déplacer, de l'information en déplacement, pardon, de se déplacer autrement, etc., etc. Ça, c'est un premier phénomène. On a aussi tout un phénomène de marché, vous l'avez évoqué, de la Smart City, donc porté à l'époque par des gros acteurs plutôt du secteur informatique, notamment IBM, notamment Cisco, avec une vision assez technocratique, assez top-down de la gestion urbaine par la donnée. On pourra y revenir. Alors juste top-down, qu'est-ce que ça veut dire?
Plutôt une vision qui est très du haut vers le bas, avec management, quoi. Ouais. une place plutôt réduite pour les citoyens, Mm. et plutôt véritablement une volonté d'optimiser par la donnée le fonctionnement des grandes infrastructures urbaines, que ce soit le transport, l'énergie, le réseau d'eau, le réseau de déchets, etc., etc. Et pour finir aussi sur 2008, ce que je trouve intéressant avec cette date, c'est que c'est aussi à peu près aux alentours de 2008 qu'apparaissent des nouveaux acteurs dans le champ urbain, que sont les grandes plateformes de l'économie numérique. On peut citer Airbnb, on peut citer Uber, qui sont les plus connus et qui vont, par leur mode de fonctionnement, profondément déstabiliser les acteurs publics dans la gestion de leur politique publique et de leur territoire. Donc tous ces phénomènes feraient qu'on entrerait dans l'ère du numérique aux alentours de la fin des années 2000, 2008, 2009, et que ça devient une problématique de plus en plus croissante pour les collectivités, les élus et les services administratifs et les citoyens, bien sûr. Et alors, donc, on va passer la parole à Céline, mais juste pour terminer là-dessus, vous avez commencé à travailler sur un mode universitaire, sur cette thématique ville et numérique, à partir de quand à Sciences Po? Alors moi, personnellement, j'ai commencé vraiment à travailler la question plutôt à partir de 2011. Et là, on a structuré beaucoup plus fortement les recherches et nos enseignements à Sciences Po en 2016-2017. Mais il y avait tout un ensemble d'initiatives et donc, mais ça reste encore du côté universitaire, du côté académique, un champ de recherche qui est assez émergent, où il y a encore assez peu de recherche empirique, même si ça se développe de plus en plus. Céline. Alors du coup, de mon côté, pour moi, la ville numérique, c'est vraiment comment on utilise les outils et les usages du numérique au service des usagers et du bien commun. Donc le numérique, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. L'idée, c'est de ne pas avoir une ville contrôlée par des algorithmes. L'humain doit rester au centre des décisions, dans l'accompagnement aussi à ses usages, mais c'est comment on peut améliorer le confort des citoyens et des processus démocratiques, par exemple, grâce au numérique. Et si on revient, par exemple, sur le mandat précédent, il y a plusieurs exemples qui ont été réalisés, notamment, je pense à la plateforme monstrasbourg.eu qui facilite les démarches numériques des habitants. On a aussi la plateforme Open Data où il y a aujourd'hui, je crois, 115 jeux de données accessibles en ligne. Donc, c'est des exemples concrets de ce que peut être une ville numérique. Et j'ajouterais que, selon moi, une ville numérique, c'est aussi un choix politique. Parce que si on prend l'exemple de la ville de Nice, c'est pas vers ce type de ville numérique que je souhaite qu'on aille à Strasbourg. Pour moi, je voudrais que la ville de Strasbourg soit une ville numérique inclusive, mais aussi responsable, avec, contrairement à ce que disait Antoine, justement pas du top-down, mais avec une démarche bottom-up qui puisse servir à l'interaction. Donc c'est l'inverse. C'est ça. Donc c'est du bas vers le haut, et c'est une démarche qui puisse servir à l'interaction des habitants vers les décideurs politiques pour faire remonter leurs critiques, leurs remarques, mais aussi des choses concrètes de tous les jours. Par exemple, il y a un nid de poule quelque part, et ben la ville numérique doit être un outil pour pouvoir améliorer le confort des habitants et l'intérêt général. Alors, merci Céline. Donc ça, c'est effectivement très intéressant. C'est vrai que moi cette idée que le numérique allait enfin permettre d'écouter les habitants, que les habitants allaient pouvoir participer à la conduite de la ville et puis faire remonter leurs récriminations, leurs remarques, etc. Ça fait quand même plusieurs années que je l'entends. Et à chaque fois que c'est mis en place, ça dure un petit moment. Et puis ça s'arrête assez vite, en fait, quand même. On a eu un exemple à Schiltigheim où la ville de Schiltigheim avait mis une application qui s'appelait Tell My City. Et puis 2 ans plus tard, ils ont arrêté. Donc, moi je me demande dans quelle mesure est-ce que les villes sont prêtes finalement à entamer ce dialogue avec leurs citoyens. Parce que c'est pas le tout en fait de recevoir des rapports, c'est qu'après il faut les traiter et puis il faut y répondre.
Non, bien sûr, mais je pense que déjà il faut réussir à démocratiser les outils parce que si on veut que ça marche, il faut que les habitants soient au courant que ça existe, hein. Si on n'a pas cette communication en amont, ça ne fonctionne pas. À Strasbourg, il y a aussi la plateforme, citoyenne participer.strasbourg.eu qui est un des exemples. Qui ne fonctionne pas. Ouais. Bah, du coup, ce serait intéressant de faire un état des lieux de pourquoi ça ne fonctionne pas et qu'est-ce qui est amélioré. Mais il y a aussi des exemples de villes qui fonctionnent. Je prends l'exemple, par exemple, de Bruxelles avec l'application, Fix My City. Là, le bilan est plutôt positif, justement, de remontée, de citoyens, sur l'exécutif. Donc je pense qu'il faut faire un état des lieux de qu'est-ce qui fonctionne pas, pour pouvoir proposer aux citoyens une offre complète qui répond à leurs attentes. Et moi, par exemple, je pense qu'utiliser la plateforme strasbourg.eu, mais la concentrer au lieu de démultiplier les plateformes, serait un des premiers pas pour concentrer un lieu d'information unique pour les citoyens. Antoine. Oui, bah moi, pour compléter, enfin, je pense qu'il faut un peu sortir d'une vision un peu solutionniste de numérique qui voudrait que parce qu'on utilise le numérique, ça résoudrait plein de problèmes qui préexistaient, d'une version un peu déterministe, en fait, que ce soit d'un côté positif ou d'un côté négatif, et bien comprendre que le numérique est une technologie, c'est un outil qui s'inscrit en fait dans des processus sociaux, des processus institutionnel, administratif beaucoup plus large. Et pour prendre l'exemple de la participation, si une majorité politique n'a pas envie au sens large d'inclure plus largement ses citoyens dans l'action publique, numérique ou pas numérique, en fait, le résultat de la participation sera forcément limité. Donc, c'est des processus politiques beaucoup plus larges qui permettent le succès d'une démarche ou d'une autre. Et pour compléter peut-être sur les outils que vous citiez de remontée citoyenne, en fait, ce qui est aussi intéressant à prendre en compte, c'est que ça impacte aussi très fortement l'organisation administrative des services Ben urbains, voilà. Et du coup, puisqu'il faut les prendre en compte dans leur mode de faire, accompagner le changement au sein des agents communaux. La remontée d'informations peut aussi être vue comme une façon de surveiller leur travail, de la quantifier, et donc, du coup, qui peut être aussi mal vue par les services. Et donc, ça nécessite tout un accompagnement un peu sur le long terme pour y voir des effets plutôt positifs. Bien sûr, euh, l'idée n'est pas de le faire du jour au lendemain, mais juste pour rebondir à ce que disait Antoine, on a justement une adjointe à la démocratie participative. C'est une forte volonté de ce mandat de mettre la démocratie au cœur du projet. Et donc, je pense que la volonté est là et on étudiera les meilleures solutions pour que ce soit une réalité. alors bon, parce que là, il y a plusieurs sujets. C'est vrai que les questions de participation au dialogue démocratique, c'est une chose. Juste pour finir là sur ces questions de remontée, on va dire, de pratique en fait, hein, pour les habitants. C'est vrai que les premières applications qui ont existé ont été assez mal vécues par les agents, notamment en raison des données qu'elles produisent. On reviendra hein, sur la participation parce qu'effectivement c'est un gros truc, mais sur cette question des données, moi ça me paraît extrêmement important parce que c'est vrai que si on a une application qui permet de voir en combien de temps un problème est réglé et signalé et réglé à partir du moment où il a été signalé, et ben on va pouvoir avoir une mesure de l'efficacité des services. Et ça c'est des données extrêmement sensibles. Oui, avec effectivement, enfin, c'est une grosse crainte des agents et avec un côté à la fois positif aussi, mais un côté aussi forcément négatif avec aussi une injonction à prendre en compte le problème en Tout de temps suite, réel ou oui. quasi temps réel et sans prendre en considération le, l'ensemble du processus de maintenance de la ville. Et notamment, si on prend un exemple basique d'un nid de poule, un nid de poule, on peut effectivement le résorber assez facilement de manière provisoire, mais certains ne le font pas tout de suite parce qu'en fait, il y a des plans aussi de réflexion plus profonde des voiries qui sont inscrits en fait dans le quotidien des agents. Et donc peut-être qu'on ne va pas le réparer tout de suite, mais parce que on sait que dans 3 mois, en fait, on va refaire toute la voirie et que ce n'est pas forcément nécessaire d'intervenir tout de suite. Donc il y a aussi tout ce quotidien et ce processus métier de la part de l'administration qui sont souvent assez peu visibles et assez peu compréhensibles de la part du citoyen, mais qui entrent aussi en jeu et qui empêchent, du coup, limite en tout cas cette volonté de réactivité, cet impératif de temps réel qui pourrait être imposé aux agents.
Bien sûr, l'idée, c'est pas du tout le flicage des agents. Je pense que c'est aussi pour répondre à une réalité. On a beaucoup entendu, notamment durant la campagne, des usagers qui disaient: «J'ai envoyé, 5 lettres, au maire, 3 mails aux adjoints, j'ai jamais eu de réponse». Donc peut-être que l'idée justement de centraliser et de dire: «Le nid de poule ne va pas être rempli aujourd'hui parce que nous sommes en réflexion sur un projet plus global de réaménagement de la voirie». Bah, Je pense c'est répondre, ça, ça je serait pense déjà pas que mal. Ouais. c'est ça et donc je pense que voilà, c'est pas du tout dans une logique de contrôle, c'est juste une logique de répondre aux préoccupations des habitants où souvent la critique c'est: «Je ne suis pas entendu, je ne reçois pas de réponse, mes mails ne servent à rien» et donc articuler tout ça pour que ça puisse faire au moins un outil de communication entre les élus, les services et les usagers, en Mm. respect de la vie privée et de l'anonymisation des données pour éviter, toute problématique. C'est vrai que déjà ça, c'est déjà un enjeu important. À Nancy, c'est ce qu'ils ont fait avec leur portail citoyen. Chaque personne qui écrit à la ville reçoit un code et ce code est traité en fait comme un service de support utilisateur. Je ne sais pas si vous voyez les supports utilisateurs performants où vous avez une référence et on peut mesurer le délai qu'il a fallu pour répondre à votre demande et si votre demande a été résolue, marquée comme résolue, ou si effectivement le problème nécessite d'être porté plus haut, etc. Et ça, c'est vrai que c'est ce suivi de la requête déjà, sans partir dans des grandes technologies ou des développements importants, ce serait déjà énorme. Et Oui, peut-être pour Antoine. compléter aussi sur cet aspect on peut cacher des applications de signalement, il y a aussi un très gros enjeu, en fait, c'est l'enjeu organisationnel de coopération entre les différentes collectivités, puisqu'il faut savoir qu'il y a les différentes collectivités qui interviennent sur la ville ont chacune leurs compétences et ça peut être assez difficilement compréhensible pour un citoyen de savoir que, je ne sais pas, par exemple, s'il y a une branche qui est tombée sur la voirie, selon le type de domanialité de la voirie, ça ne va pas être le même service, ça peut être la ville ou ça peut être l'intercommunalité, ça peut être voir le département qui vont intervenir pour la ramasser. Et donc, il faut que si l'application est mise en place par la ville, il y ait une coopération derrière en back-office pour que l'information remonte au service adéquat, même s'il ne fait pas partie de la De même la ville. institution. Ouais, Exactement. ouais. Alors justement, donc on a une question, on va les prendre tout de suite parce que c'est vrai que les gens sont finalement très réactifs. Ça doit être le sujet qui fait ça. On a une question de Philippe Portelli qui dit que pour partir de Mont-Strasbourg, il dit ce serait intéressant d'élargir Mont-Strasbourg en fait à toute l'Eurométropole, tous les habitants de l'Eurométropole, et de lancer un portfolio numérique des compétences formelles et informelles. Et alors là, Philippe Portelli nous emmène sur la question de est-ce qu'il est envisageable de penser à un réseau social local, en fait, une sorte de LinkedIn à l'échelle d'une ville. Est-ce que ça existe, ça? Alors, peut-être Antoine. Voilà, Sur les réseaux sociaux territoriaux, il y a quelques initiatives. Ça marche pas très très bien en France, plutôt, mais ça c'est plutôt à l'échelle des quartiers, avec des initiatives de réseaux sociaux un peu par quartier pour des partages d'échanges, d'aide, de coups de main, etc., ou des remontées de signalements. Ça marche plutôt pas mal dans les pays anglo-saxons, avec quelques dérives, notamment des dérives de discrimination parce qu'il y a des signalements de certaines personnes qui sont considérées comme intrus, etc., et des dérives sécuritaires. Donc, il faut aussi être vigilant sur ces applications. Mais en France, à ma connaissance, il y a pas vraiment de réseau social territorial qui fonctionne. Qui est fonctionné. Ouais. Et pour ma part, pour répondre à la remarque de monsieur Portelli, je suis complètement d'accord avec lui. Je pense que le site Mont Strasbourg a vocation à être étendu à l'Eurométropole parce que, il y a des services qui sont concomitants. Enfin, par exemple, on peut vivre dans une commune et vouloir aller à une médiathèque à Strasbourg et donc voilà, il y a des liens à faire et je pense que c'est important d'étendre cette plateforme. Pour les réseaux sociaux, je n'ai pas d'exemple en tête non plus, donc j'ai du mal à imaginer ce que ça pourrait, reprendre, mais je serais de toute façon plus d'avis qu'il ne faudrait pas reproduire des services existants, mais plutôt penser à ce qui manque
et plutôt interagir là où il y a des trous dans la raquette, en fait, et pas reproduire un système existant au niveau local. Non, c'est sûr, mais parce que là encore une fois, c'est le Covid qui nous a, enfin la crise sanitaire qui nous a interpellés, où effectivement il y avait des besoins d'entraide entre voisins qui ne se connaissaient pas, etc., pour se prêter une perceuse, même un livre, hein, en fait, puisque tout était fermé, etc. Et que finalement, on n'avait pas un système pour savoir s'il y avait un bricolo. Il y a le site Mes voisins, etc. Mais il n'y avait rien finalement qui fait sens à l'échelle de la ville. Et ça avait été testé avec l'accorderie dans certains quartiers de Strasbourg, mais ça s'est arrêté aussi. Non, je pense qu'il y a eu des belles initiatives en termes de plateformes justement qui ont vu le jour durant la crise du Covid. Il y a aussi la plateforme, par exemple, de l'État Je veux aider, qui était un peu aussi dans cette logique, si je peux garder des enfants, etc. Et donc, je pense que là, la logique territoriale fait tout son sens parce qu'évidemment, on est des services de proximité. Moi-même, durant le Covid, je voulais savoir en termes d'économie circulaire à qui je pouvais demander pour un panier bio, etc. Donc, je pense qu'en effet, là, il y a des vraies réflexions à avoir, évidemment à l'échelle de l'Eurométropole, parce que ces réseaux d'économie circulaire, ils ne sont pas uniquement à l'échelle de Strasbourg. Et je pense que c'est des choses qu'on peut réfléchir à mettre en place dans le futur, d'autant plus qu'on ne sait pas sur une deuxième vague, donc ça a toute sa pertinence. Est-ce que quand un besoin comme ça est identifié, est-ce qu'une collectivité locale doit faire un deal avec une plateforme existante ou créer son service ex nihilo? Je détaille ma question parce que le problème, c'est que si on fait un deal avec une plateforme existante, on va plus vite, mais se pose assez vite la question de la propriété des données, de la confidentialité des données, de la sincérité des algorithmes et de la conservation des données, qui sont finalement pour une collectivité locale des enjeux extrêmement importants. Mais d'un autre côté, les collectivités locales peuvent pas créer des Google Maps ou des réseaux sociaux tous les 4 matins. Qui c'est qui veut répondre à ça, à cette question piège? Antoine, allez-y. Pour une réponse de politiste, nous, ce qu'il faut rappeler, c'est que de manière générale, au-delà du numérique, les questions de gouvernance territoriale sont en fait toujours des coalitions entre des acteurs publics, des acteurs privés et la société civile. Et en fait, la question qui se pose, c'est que les rapports de force entre chacun de ces 3 groupes évoluent dans le temps, selon les configurations locales, selon les valeurs politiques qui sont défendues aussi par la majorité élue. Et donc, pour certains, ça va être très important de développer leurs propres solutions. Pour d'autres, ils vont plutôt avoir recours à des acteurs privés. Ça peut être très bien encadré avec l'acteur public qui définit clairement quel est l'intérêt collectif qui est défendu et comment ça va être mis en œuvre. La question de la propriété des données, de la transparence des algorithmes peut être contractualisée avec l'acteur privé. Et donc, ce n'est pas forcément parce que c'est développé par un acteur privé que c'est toujours un mal absolu. Par contre, parfois, effectivement, le rapport de force peut être défavorable à la collectivité. Il peut y avoir une place assez faible pour les citoyens. Mais là encore, tout dépend des orientations et des volontés politiques défendues par la majorité. Oui, je suis assez d'accord sur ce constat. Il ne faut pas nier la complémentarité entre acteurs publics et acteurs privés, tout en gardant à l'esprit de faire attention que l'acteur privé ne limite pas la possibilité d'action de l'acteur public. Mais je pense que le modèle de coopération entre les deux est le bon. On a des exemples à Strasbourg qui existent, hein, justement, notamment sur la gestion du trafic. Par exemple, le CIRAC a un partenariat avec TomTom sur l'usage des données, ou encore la plateforme justement de l'open data travaille avec Waze dans le cadre de Waze Citizen Connected, parce que l'idée, c'est justement que Waze fournit à la collectivité des données sur le trafic, sur les embouteillages, et en échange, la collectivité fournit à Waze des informations sur les travaux qui vont être prévus sur les routes, les fermetures de routes, etc. Donc, on voit qu'il y a des modèles qui fonctionnent, que la collectivité a tout intérêt à faire attention au CGU, aux conditions générales d'utilisation des plateformes, et justement, on travaille avec elles pour qu'elles soient le plus bénéficiaires aux citoyens.
Alors ça c'est intéressant, ce partenariat avec Waze et le CIRAC, je l'ignorais. Parce que effectivement, ça fait partie de mes questions suivantes, qui est la capacité pour une collectivité locale d'avoir accès aux données qui sont extraites de son territoire. Moi, j'avais le sentiment que c'était extrêmement limité. Les données de Uber, par exemple, les collectivités locales n'y ont pas accès facilement. Même les données de Google Maps et les données de Airbnb, par exemple, c'est impossible. Ça, est-ce que c'est des chantiers que vous allez avoir envie de mener, Céline Gassman? Et Antoine, est-ce que c'est des chantiers qui sont menés par certaines collectivités et dans quelle mesure elles y parviennent finalement? Alors, Bah, évidemment, je pense qu'il faut travailler avec ces plateformes pour avoir un partage équitable. Il y a aussi une notion d'intérêt collectif de la donnée, d'intérêt général de la donnée. Donc c'est aussi ce qui se traduit derrière. Et par exemple, pour le cas d'Uber, il y a des exemples de villes aux États-Unis qui ont réussi à collaborer avec Uber justement pour avoir les données. Après des menaces de procès. Ah, j'ai pas dit que ça allait être facile, hein. Non, mais voilà, c'est quand même la preuve que c'est possible et que c'était des données qui étaient très intéressantes pour les villes parce qu'ils regardaient où est-ce que les chauffeurs Uber venaient chercher les gens le matin, ce qui était la preuve qu'il manquait un réseau de bus ou de transports en commun dans ces zones-là et donc qui permettent aussi d'améliorer les politiques publiques. Et c'est la même chose avec Airbnb. Si demain on arrive à avoir à travailler avec Airbnb pour avoir accès à leurs données, on peut savoir quelles sont les zones sous tension, on peut savoir quelles sont les périodes d'extrême influence, par exemple pour programmer les événements culturels et événementiels de la ville. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire avec ces plateformes, que c'est un travail qui va assurément ne pas être facile, mais je pense qu'il faut en tout cas se donner les moyens de son ambition. Antoine. En fait, ce qui est très intéressant, et par rapport à ce qu'on disait auparavant sur le partenariat avec les acteurs privés, c'est que les plateformes sont un acteur privé d'un nouveau genre dans la gouvernance urbaine, dans la mesure où en fait, ils déploient leurs services directement par le bas auprès des citoyens, en l'absence de toute contractualisation avec les acteurs publics. Et c'est ce qui rend leur régulation particulièrement difficile, puisque le phénomène arrive, se déploie, et l'acteur public est un peu pris de court et n'a surtout aucun moyen contractuel pour imposer à ces plateformes une certaine régulation, l'accès aux données, etc. Donc tout dépend du rapport de force qu'ils arrivent à négocier pour y parvenir, et rapport de force à l'échelle locale, à l'échelle nationale, voire à l'échelle internationale, puisqu'il y a aussi des réseaux de villes qui, en commun, s'unissent pour imposer, notamment essayer d'imposer, en tout cas à Airbnb, la transmission des données, ou à Uber, etc., avec un partage de bonnes expériences. Mais etc., ça, il y a eu des succès dans cette initiative parce que Airbnb, ils sont connus pour pas partager leurs données quand même. Et effectivement, la question varie d'une plateforme à l'autre et dépend aussi de l'évolution un peu et du modèle de la plateforme. Typiquement, Uber, qui était dans une logique initialement de défiance absolue envers enfin, de défiance, oui, et de voir Oui. une logique très offensive contre les pouvoirs publics, qui, quelques années après, en position délicate sur certains marchés, a été contrainte d'avoir une position beaucoup plus collaborative, de proposer un certain nombre de données qui restent des données agrégées, hein, puisque c'est quand même le cœur de leur modèle d'activité, à certaines villes. Donc ça, ils l'ont fait. Sur la question d'Airbnb, en fait, il y a plutôt des évolutions législatives à l'échelle nationale qui imposent à Airbnb la transmission de certaines données aux collectivités pour permettre la régulation des logements qui enfreignent les lois. Ouais, enfin, c'est ce que Airbnb doit fournir, c'est les numéros d'occupation là du logement, et puis les données liées à la taxe de séjour, et encore qui sont effectivement, c'est la taxe de séjour à l'échelle de la commune, quoi. C'est tout, hein. C'est un peu plus large, puisque maintenant ils sont tenus aussi de fournir en fait le nombre de nuitées qui ont été réservées pour chaque logement, pour Ouais. permettre au service d'identifier plus facilement
ceux qui dépassent le seuil de 120 jours, qui est Oui, c'est ça. celui après lequel il faut que ça devienne une activité commerciale et donc qui est soumis à tout un ensemble de règles. Mais effectivement, la question de l'accès aux données est une question qui fait l'objet d'une bataille très rude entre les pouvoirs locaux et les plateformes, et c'est loin d'être gagné. Et avec quels moyens d'action en fait? Parce que qu'est-ce que les villes peuvent faire en fait? Parce qu'on voit bien qu'à Paris, la maire de Paris est entrée vraiment dans une posture très offensive finalement contre Airbnb et les dégâts que produit cette plateforme dans son centre-ville. Bon, vous me disiez que la ville rachetait certains appartements Airbnb. Bon, c'est un levier d'action qui n'est pas forcément à la portée de toutes les communes. Qu'est-ce que peuvent faire les collectivités locales face à des plateformes qui sont à Palo Alto et qui en fait ont... La réponse diffère forcément d'une plateforme à l'autre, hein, puisque les enjeux ne sont pas les mêmes, les plateformes ne sont pas les mêmes et les positions évoluent. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que la crise l'a révélé, en fait, la crise sanitaire qui a débouché sur une crise économique et qui a bien montré que pour un grand nombre de ces plateformes, leur modèle économique restait assez fragile, puisqu'elles sont constituées sur des levées de fonds importantes, sans rentabilité immédiate, et pour certaines, sans rentabilité après X années de fonctionnement. Quand on prend une entreprise comme Uber, qui est créée en 2008, en 2020, elle n'est pas toujours rentable et elle a levé plus de 20 milliards de levées de fonds. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'ils ont dû licencier plusieurs milliers de personnes, fermer 45 bureaux dans le monde, changer de stratégie, etc. Et donc, même chose pour Airbnb. Airbnb qui fait face du coup à la crise du tourisme international, une réservation de logements en chute libre. Et donc, de fait, Airbnb est fragilisé sur un certain nombre de marchés. Airbnb est fragilisé, mais également les personnes qui louent sur Airbnb, qui avaient développé tout un modèle économique d'achat de logements pour le louer sur Airbnb, se retrouvent aussi en position de difficulté. Et donc là, les acteurs publics en profitent. Et donc, c'est la volonté de la maire de Paris et de son adjoint de proposer via une société civile immobilière publique-privée, le rachat d'un certain nombre de ces logements pour les remettre sur le marché locatif de longue durée. La même chose se fait également dans d'autres villes internationales. Là, je lisais hier qu'à Lisbonne, ils ont une initiative similaire, etc. Donc, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on voit que ce modèle économique est assez fragile. Selon les circonstances, en fait, le rapport de force peut évoluer également en faveur de l'acteur public. Et il y a d'autres exemples qui sont assez intéressants aussi. Il y a le cas de Berlin, où là, il faut demander une autorisation justement à la commune, pour pouvoir mettre son appartement en Airbnb. Donc ce qui permet aussi justement une régulation, et éviter les abus. Ou Amsterdam qui a limité le nombre de jours à 30 jours. Donc on voit qu'il y a vraiment selon les villes, selon l'offre aussi et la demande, on voit qu'il y a plusieurs solutions qui existent et que donc des choses sont possibles à faire, que c'est pas une bataille perdue d'avance. Et pour compléter aussi justement cette analyse sur la régulation d'Airbnb, on a publié un livre récemment qui s'appelle Gouverner la ville numérique, dans lequel on a des chercheurs qui ont écrit un chapitre justement sur la régulation comparée d'Airbnb dans différentes métropoles européennes. Et donc, les chercheurs, c'est Thomas Aguilera, Claire Collomb et Francesca Artioli. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'ils montrent qu'en France, notamment, il y a aussi un jeu multiniveau qui se joue, puisque les métropoles, en fait, n'ont pas toutes les mains libres pour réguler Airbnb. Elles sont tenues aussi de s'inscrire dans un cadre légal qui est un cadre national. Et à l'échelle nationale, le gouvernement français est plutôt en faveur d'Airbnb, qui est vu comme un acteur important pour le tourisme, qui est une politique économique majeure de la France. Et donc, selon l'angle, le cadrage que l'on va faire de la question Airbnb, ça va être soit un avantage pour l'économie, pour le tourisme, etc., soit plutôt un problème sur le marché du logement à l'échelle locale. Et donc là, on voit aussi des tensions entre l'échelon national et l'échelon local sur le degré de régulation que l'on souhaite pour les plateformes telles que Airbnb. Alors, on a pas mal de questions sur le chat. On a notamment Julien Braun et Marc-Antoine Laurent Guy qui se demandent un petit peu
quels sont les moyens d'action des collectivités locales pour intervenir sur ces questions finalement, puisqu'il y a des données qui sont disponibles. Si on fait des deals, on peut éventuellement les utiliser, mais encore faut-il avoir les savoir-faire pour le faire. Alors, est-ce que donc, la question de Julien Braun, c'est est-ce que il est possible pour les villes de fonctionner un peu comme des startups ou des incubateurs pour avoir au sein de ces équipes des compétences technologiques qui sont en mesure finalement de transformer ces données en connaissances. Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Et l'autre question de Marc-Antoine Laurent-Guy, c'est qui sont les partenaires des villes pour en faire des villes connectées. Donc c'est un petit peu la même question, mais posée de deux angles différents. Sur la question je laisserai compléter sur le cas strasbourgeois, mais sur la question des compétences en fait des municipalités, effectivement, ce qu'on observe, c'est que depuis quelques années, en fait, la question des données est devenue un enjeu de gouvernement, un enjeu d'administration des données territoriales au sein des collectivités, et qu'il y a des nouvelles fonctions qui apparaissent, des nouveaux services qui apparaissent. Il y a des fonctions qui sont issues plutôt du milieu de l'entreprise, tel que celui de Chief Data Officer, Voilà, donc, c'est ça. Ouais. qui est administrateur général des données, en gros, qui doit gérer la donnée comme un patrimoine à valoriser au sein de l'organisation. Donc ça, c'est une des fonctions. On a également énormément de plus en plus de recrutement de data scientists ou de data analysts, etc., qui sont capables de traiter ces grandes masses de données pour en sortir des éléments importants pour l'action publique. Après, forcément, il y a des logiques de contraintes budgétaires, etc., et d'attractivité sur des métiers qui sont encore des métiers très rares, que ce soit pour les acteurs publics ou les acteurs privés, et où ces compétences sont très fortement valorisées, recherchées, effectivement, et c'est difficile d'avoir accès à un certain nombre de ces profils. Mais on voit que ça se développe, ça met un peu de temps, mais je pense qu'il y a une certaine montée en compétences, en tout cas de la part des collectivités les plus grandes sur ces questions de gestion et d'analyse de données. Oui, en effet, il n'y a pas que les startups qui utilisent les données, il y a une multitude d'acteurs qui s'en servent, que ce soit du simple citoyen qui aime bien un peu la tech, ou des chercheurs, ou des associations. Ce qui est assez intéressant, c'est que justement sur la plateforme strasbourgeoise data.strasbourg.eu, en fait, le principal utilisateur de ces données, c'est justement la puissance publique. Donc, c'est la collectivité elle-même qui utilise majoritairement ses propres données. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une réflexion au niveau des politiques publiques à partir de la donnée. Et je pense qu'il faut valoriser une vraie politique de la donnée en animant un réseau, en peut-être valorisant ces données, parce que l'idée, c'est aussi que justement les citoyens ou les acteurs privés puissent en saisir pour une start-up typiquement, pour croître ou pour développer un produit qui serait utile à la collectivité en se basant sur les données anonymisées et publiques de cette plateforme. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur le modèle qu'on veut donner à l'open data à Strasbourg. Et aussi quelque chose qui me tiendrait à cœur dans ce mandat, par exemple, c'est de mettre en place une charte de la donnée. Je pense qu'il faut qu'on soit aussi clair sur qu'est-ce que ça veut dire l'open data en termes d'éthique, en termes de sécurité, en termes de ce que vont faire. Je pense que c'est important de définir ces règles avec une multitude d'acteurs ensemble. Ouais, alors je profite de ce que vous venez de dire là, puisque parmi les questions qui nous sont posées, il y a notamment celle-ci, comment garantir la véracité des données fournies, s'assurer qu'elles ne sont pas manipulées, etc. Effectivement, la donnée publique, si elle sert non seulement à conduire des politiques publiques et même à proposer tout un tas d'applications quotidienne à Strasbourg, elle doit être d'une probité exemplaire. Comment on va faire pour s'assurer de ça? Est-ce qu'il y a un tampon? Allez-y. Non, ouais. Non, les données publiques, c'est des données qui proviennent justement du travail des agents. Ça peut être le ramassage des ordures, le temps d'attente à la mairie, la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Donc, c'est des données scientifiques. C'est pas des données de quelqu'un
au hasard, qui met des données dans un logiciel. C'est quand même quelque chose qui est Oui, mais sensible. elles peuvent être altérées ou elles peuvent être insincères en fait, ou même ne pas être disponibles quand justement, bizarrement, c'est le moment où on en a besoin. Euh, c'est euh, c'est un peu, c'est pas parce qu'elles existent qu'elles peuvent pas être manipulées les données. D'où l'importance dans ce cas d'une charte de la donnée pour Mm. s'assurer de la transparence, de la véracité des données. Donc c'est sur ce quoi on peut aller, mais au-delà juste de la donnée publique et donc de sa véracité, de sa transparence, de sa sécurité, il faut veiller à la qualité des données parce qu'une donnée, toutes les données ne se valent pas. Et c'est par exemple aussi les problèmes qu'on a après parce qu'on a plus de données d'hommes que de femmes, qu'on a plus de données d'hommes blancs que d'hommes noirs et qui produisent après des problèmes. Donc je pense qu'il y a aussi une attention toute particulière à faire à la qualité des données qu'on récolte. Et puis ensuite, il y a cette question de, au-delà de la puissance publique, comment on travaille avec les acteurs privés pour que ces acteurs privés aussi souhaitent communiquer des données à la collectivité publique, que ce soit vraiment dans une notion d'échange. Et là, je pense qu'il faut justement travailler avec l'écosystème numérique et économique de l'Eurométropole pour savoir comment on peut travailler ensemble pour mettre des cadres juridiques rassurants pour les entreprises privées, parce que pour une entreprise privée, la question c'est qui va avoir accès à ces données, qu'est-ce qu'ils vont en faire, etc. Donc il y a une vraie réflexion à avoir sur la mission de la donnée dans la ville. Antoine? Pour compléter sur la question de la qualité des données, en fait, notamment sur les données publiées en open data, c'est des données qui sont produites pour le besoin des services et donc du coup qui sont au moins de suffisamment bonne qualité pour mener les politiques publiques telles qu'elles seront menées. Après, la question en fait du problème de la qualité, c'est que elle ne peut s'estimer qu'en fonction d'un usage de la donnée. Et le problème de l'open data, c'est qu'on ouvre les données sans savoir quels vont être les usages. Et effectivement, une donnée pourrait être d'une bonne qualité pour la politique publique, mais pour un usage alternatif, il peut y avoir des attributs qui sont manquants ou alors un degré de précision qui sera pas suffisant, etc., qui nécessite de retravailler la donnée. Et tout ça limite très fortement en fait les réutilisations des données publiques et c'est un peu une des limites des politiques d'open data telles qu'elles ont été développées depuis une dizaine d'années, c'est que oui, il y a beaucoup de données qui ont pu être publiées, des données qui sont de qualité suffisante pour le fonctionnement administratif, mais qui ne répondent pas forcément aux besoins d'acteurs externes. Mais est-ce que on a une assurance sur la véracité de la donnée? Est-ce que ça existe? Est-ce que aujourd'hui il y a un système de certification qui fait que quand une donnée est publiée et disponible, on est sûr qu'elle est conforme à la donnée qui a été captée? La problématique, c'est que la véracité n'existe pas. La donnée n'est toujours qu'une représentation provisoire basée sur un certain nombre de décisions de comment on souhaite représenter ce qu'on souhaite représenter. Et qu'en plus, la ville évolue en permanence. Et donc, la donnée, c'est une photographie à un instant T qui ne sera plus juste 5 minutes plus tard. En tout cas, selon les cas, hein, mais donc forcément, on n'a jamais une donnée qui serait le reflet exact d'une réalité qui lui préexisterait, puisque par définition, toute donnée, en fait, crée une forme de réalité d'un monde qui pourrait être mis en donnée de plein de façons différentes. Donc, je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais en tout cas, la donnée est toujours un construit social. Bon, je vais juste reposer ma question autrement. C'est-à-dire, c'est que si un jeu de données est publié et disponible en open data, qu'est-ce qui garantit que ce jeu de données-là n'a pas été modifié? Parce que ces données-là, effectivement, elles peuvent être utilisées et interprétées dans bien des domaines, y compris des domaines, des façons qui peuvent gêner les collectivités elles-mêmes. Donc, elles pourraient être tentées, si ces données deviennent quand même très utilisées, de les modifier ou de pas ou d'être insincères dans la manière de les publier. Effectivement, il peut y avoir des choix politiques. Typiquement, quand vous publiez en open data un budget, vous pouvez le publier selon des masses budgétaires plus ou moins grandes et selon un détail plus ou moins fin. Donc là encore, ça dépendra effectivement de la volonté politique, de la volonté de l'administration à plus ou moins de transparence et par rapport à les données qu'ils peuvent avoir en interne. Après, il peut y avoir aussi des bonnes raisons de la part de l'administration pour retirer certaines informations qu'ils peuvent avoir en interne, mais qu'ils estiment qu'en fait, ce n'est pas très intéressant pour une visée grand public.
Typiquement, moi, pour avoir travaillé sur l'open data au Grand Lyon, il y a des données qui sont des données de nettoyage des toilettes publiques où était indiqué si la donnée était, chaque toilette était nettoyée une ou plusieurs fois par jour. Les services, parce qu'ils imaginaient un certain type de réutilisation, ont jugé que cette information n'était pas utile à publier et l'ont retirée du jeu de données en open data. Donc, c'est pas forcément très sensible politiquement, mais c'est juste que c'est de bonne foi, en fait, ils avaient estimé que ça ne servait à rien de publier cette information. Et puis il y a des données aussi en raison de la sécurité qui ne peuvent pas être complètement publiées. Je pense que c'est aussi un élément à prendre en compte. Hein. On a une question extrêmement pratique aussi. Donc ça, c'est plutôt pour vous, Céline. Qui stocke les données pour le compte de l'Eurométropole et de la ville de Strasbourg et où physiquement sont-elles stockées? Est-ce que vous le savez? Parce que c'est possible que vous ne sachiez pas encore répondre à cette question, ce qui serait parfaitement normal. Mais... Alors, il me semble que les données de l'Eurométropole, aujourd'hui, elles sont sur du on-premise, comme on dit, donc c'est sur des serveurs de la collectivité, et qu'actuellement, il y a un data center en construction qui devrait être opérationnel dans un futur proche. D'accord. Un data center de la collectivité. C'est ça. D'accord. Mais comme dit, j'ai pris mes fonctions il y a moins d'une semaine, donc je n'ai pas encore tous les détails. Ok, non, bah, bravo déjà, c'est plus que ce que je n'aurais su répondre en tout cas. Je vais peut-être étendre cette question finalement de la localisation des données à Antoine. Est-ce que finalement cette question de l'hébergement des données est prise en compte aussi dans les collectivités locales? J'imagine que depuis le RGPD, c'est devenu critique, non? Critique, enfin, en tout cas, l'hébergement territorial par une métropole sur son propre territoire n'est pas forcément une obligation légale. Hein. Il y a plutôt certaines obligations de stockage en Europe et des questions notamment de transmission sur certains services sur les États-Unis ou d'autres pays étrangers qui peuvent être problématiques. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est que cette volonté d'affirmer sa souveraineté numérique est de plus en plus forte au sein des collectivités, et ça passe notamment par cette question des data centers, de la localisation locale de ses propres données, mais il faut aussi savoir que du coup, cette question sur les data centers me pousse aussi à mettre en évidence le fait que le numérique n'est pas que virtuel et aussi beaucoup matériel. Et cette matérialisation du numérique, notamment des data centers, ont aussi des enjeux environnementaux qui sont assez importants, puisque les data centers consomment énormément d'énergie, ils occupent aussi de l'espace dans certaines zones industrielles, et ils peuvent avoir un certain nombre de risques associés à cela. Et donc tout ça fait que ça peut provoquer certaines contraintes pour le réseau énergétique local. Donc on le voit sur le territoire de Plaine Commune au nord de Paris, qui concentre énormément de data centers de l'agglomération parisienne et qui a été jusqu'à saturer la réserve disponible en énergie pour la collectivité. Et donc, il y a eu aussi une problématique de comment la collectivité pourrait mieux planifier l'implantation des data centers, donc la privée, sur son territoire pour justement éviter et anticiper ces ruptures énergétiques. Et pour rebondir sur ce que disait Antoine, une des problématiques du numérique et des data centers, c'est leur impact environnemental. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 4% des émissions de CO2 sont liées au numérique et notamment les data centers en sont fortement responsables. Donc, une des priorités aussi du mandat, ça va être de mettre en avant la sobriété numérique. Comment on fait en sorte que le numérique consomme moins, que ce soit au niveau de hardware grâce à l'économie sociale et solidaire et donc la remise à niveau d'anciens appareils, mais aussi lié à l'éducation de la donnée, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que si on envoie par exemple un email avec une pièce jointe, ça n'a pas le même impact en termes de CO2 que si on met des liens à l'intérieur de l'email. Et donc, il y a tout un travail pédagogique à l'éducation, à la consommation énergétique du numérique à faire avec les citoyens, parce que c'est plein de petites choses toutes bêtes, mais qu'on ne sait pas forcément, et où là, la collectivité peut avoir un impact.
Est-ce qu'on n'arrive pas un peu trop tard là-dessus? Parce que j'ai le sentiment que à chaque fois qu'on parle d'éducation au numérique, qu'on commence à se poser la question de l'éducation au numérique quand il y a eu 5 ou 6 générations d'applications qui sont passées par là. Je pense que le numérique est extrêmement mouvant. Enfin, le numérique d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le numérique d'il y a 5 ans, qui n'a rien à voir avec le numérique d'il y a 10 ans. Typiquement, même le cloud, c'était quelque chose qui n'était pas extrêmement répandu, il y a 20 ans. Donc je pense qu'évidemment l'éducation doit se faire aussi en adaptation aux outils du numérique, hein. Et c'est vraiment une de mes priorités du mandat, que ce soit d'un terme écologique, mais aussi d'un point de vue de fracture numérique. Comment on aide les citoyens à s'approprier le numérique, à le comprendre et à aussi comprendre ses dangers. Parce que, par exemple, toute la thématique aussi des fake news, c'est que le numérique, ça s'utilise et il faut savoir. Ou même, typiquement, si on revient sur la discussion qu'on a eue en début sur Google Maps, le problème, c'est pas que les gens utilisent Google Maps ou OpenStreetMap. Le problème, c'est que c'est important qu'ils sachent quelles sont les données que récolte Google Maps, comment est-ce qu'ils peuvent changer les préférences dans l'application, ou comment ils peuvent décider de ne pas utiliser Google Maps et quelles sont les alternatives. Et donc, il y a tout un travail vraiment d'éducation numérique à faire et qui ne sera jamais fini et qui ne sera jamais figé, parce que le numérique se développe au niveau des pratiques qui, elles, ne cessent d'évoluer également. Et sur cette question de lien avec l'environnement et du numérique, je pense que le débat est aujourd'hui assez intéressant, puisqu'il prend de plus en plus d'ampleur, là où, il y a encore très récemment, le numérique était plutôt vu comme un atout pour la transition énergétique, avec l'idée de se dire qu'on allait plutôt mesurer les consommations énergétiques pour pouvoir faire évoluer les comportements et les réduire. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à se dire, attention, c'est aussi un très fort consommateur énergétique, ça a un très fort impact sur l'environnement, sur toute la chaîne de production des dispositifs numériques, de l'extraction de certains métaux rares jusqu'au recyclage des éléments, etc. Et aujourd'hui, je pense que ça va être au cœur du mandat à venir sur les collectivités, mais jusqu'à maintenant, lorsqu'une collectivité lançait un projet numérique, elle se posait jamais la question de savoir si l'impact Voilà, sur l'environnement était plutôt négatif ou plutôt positif. Je pense que c'était maintenant, cette absolument question pas va abordé. devoir se poser et de se dire, en fait, peut-être que ça sert à rien de mettre des capteurs sous la chaussée ou pour mieux mesurer la congestion si l'impact final, tout compris, est négatif sur l'environnement. Eh ben, on va plutôt réduire notre production de données plutôt que vouloir être toujours dans cette idée de il faut toujours plus de données, toujours plus d'analyses, etc. En fait, peut-être qu'on a besoin aussi de moins de numérique ou d'un numérique plus sobre. Et je pense que ce débat devrait être dans les analyses d'impact en amont du lancement de n'importe quelle politique numérique. Bien sûr, enfin, je vous rejoins complètement, Antoine, et c'est vraiment cette idée de faire de la sobriété numérique à Strasbourg, c'est-à-dire un numérique réfléchi et responsable, où on pèse bien le pour et le contre dans chaque projet, dans sa globalité, donc une vision aussi bien sociétale sur la plaque société qu'une vision environnementale. Merci à tous les deux. Donc on a une question qui nous emmène un petit peu ailleurs, de Anne-Véronique Auzet, qui voudrait revenir sur la fracture numérique. La question c'est est-ce que le numérique va pouvoir un petit peu réduire cette fracture qui d'accès aux services publics, à certains services même marchands, etc. Est-ce que ça va être un moyen possible chez nous, en tout cas à Strasbourg, d'équité des territoires, des quartiers? Est-ce que ça c'est possible ou est-ce que finalement on est quand même dépendant des plans de déploiement des opérateurs? Non, je pense que c'est possible et que c'est même la priorité de mon mandat, selon moi. Je pense que vraiment s'occuper de l'inclusion numérique avec l'objectif de réduire la fracture numérique, c'est vraiment une de mes priorités. Et on l'a bien vu dans la crise du Covid que le numérique est au centre de plein de choses et que c'est important premièrement, d'y avoir accès, parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès à une connexion Internet. Deuxièmement, d'avoir le matériel nécessaire, parce que quand on vit dans une famille avec 5 personnes et qu'il y a un ordinateur pour toute la famille, comment on fait pour faire les devoirs, suivre les cours, le télétravail et jouer aux jeux vidéo? C'est compliqué. Et enfin, la troisième point, c'est justement la pédagogie. Comment on fait en sorte que les gens
savent utiliser les outils numériques. Et donc, ça va vraiment faire partie d'une des priorités du mandat, à commencer avec la rentrée scolaire. Comme je disais, on ne sait pas s'il y a une deuxième vague ou pas, donc comment on se prépare pour faire en sorte qu'il y ait des formations pour les parents, pour les élèves, pour les enseignants même parfois, mais aussi la possibilité d'avoir des référents numériques dans les mairies de quartier, d'avoir la possibilité d'un prêt de matériel pour les élèves qui en ont le plus besoin. Et il faut évidemment identifier là où la continuité pédagogique n'a pas eu lieu lors du premier confinement pour éviter que ça se reproduise dans un deuxième temps. Et puis je dirais que, donc ça c'est un peu le court terme lié à la crise du Covid, mais il y a aussi une stratégie de long terme où il faut dire, le numérique c'est des métiers d'avenir, donc c'est important pour l'insertion à l'emploi plus tard. Donc comment est-ce qu'on initie les enfants au code? Comment on initie les jeunes filles au code, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on manque de femmes dans le numérique qui produit des billets justement par la suite. Donc, il y a une vraie réflexion d'éducation numérique et ce que la ville peut faire en partenariat avec des associations, parce qu'il y a des associations qui font déjà ça très bien, l'initiation au code. Donc, comment les accompagner pour que ça puisse se faire à plus grande échelle? Il y a la question de comment on met du numérique et l'initiation numérique dans le temps périscolaire, de l'éducation aux fake news aussi, c'est une possibilité. Et en bout de chaîne, dans la fracture numérique, comment on utilise le numérique pour permettre la réinsertion? Parce que voilà, il y a des gens, ça fait des années qu'ils sont au chômage ou même plus justement. Comment le numérique peut justement modifier le profil et permettre à des gens de retrouver un emploi. Donc il y a toute cette réflexion globale à court terme et à long terme qu'on va avoir et qui va vraiment caractériser une de mes priorités sur le mandat. Alors, ça fait beaucoup de priorités, hein. Antoine. Je pense qu'effectivement, la question des inégalités numériques est cruciale sur les territoires. Donc, vous l'avez dit, hein, les questions des inégalités s'inscrivent en fait dans des inégalités sociales qui sont préexistantes, des inégalités de revenus, des inégalités générationnelles, des inégalités genrées, des inégalités spatiales également, avec certains territoires mieux dotés que d'autres, etc. Après, je pense qu'il faut faire attention avec, par contre, à mon sens, cette idée, ce terme de fracture, puisque la fracture voudrait dire qu'il y a un gap avec, d'un côté, des usages qui seraient positifs, de l'autre, un retard qui sera rattrapé. Or, on remarque qu'en fait, il y a une pluralité d'usages du numérique et que selon les personnes, leurs besoins, leur utilité, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir le même niveau de compétence, le même niveau d'équipement, etc. Donc, je pense que c'est important aussi de bien prendre en compte ce pluralisme des usages du numérique dans cette résolution. Et un aspect aussi qui est un peu central, et vous l'avez évoqué, c'est que bien souvent, les collectivités avaient tendance historiquement à se centrer sur cette question des inégalités au numérique, sur la question de l'équipement et des infrastructures, notamment les infrastructures en fibre optique, en très haut débit, etc. Et il y a aussi un très gros enjeu de culture numérique, au-delà du code, mais plutôt d'avoir une compréhension de ce qu'est l'écosystème numérique, une approche critique de en fait, ce qu'est la donnée, où elle va, la question des données personnelles, de l'identité, qui est majeure et qui ne nécessite pas forcément d'avoir des compétences techniques, mais qui nécessite d'avoir une compréhension et un regard un peu distancié et réflexif par rapport à tout cela. Alors, juste donc sur ces questions de réseau et de structure, en fait, d'infrastructure, est-ce que c'est le rôle des collectivités de s'emparer et de déployer et de faire en sorte que ce soit déployé de manière uniforme les réseaux de fibre optique, par exemple, sur son territoire. Parce que j'ai le sentiment que ça a été délégué, mais que c'est pas finalement les collectivités locales qui sont à la manœuvre fine pour savoir qui va avoir la fibre optique et qui ne l'aura pas. Alors, sur la question du très haut débit, il y a une politique nationale d'implantation de la fibre optique, puisqu'au-delà des questions métropolitaines, la question se pose encore davantage pour les territoires ruraux sur l'accès, effectivement, des questions de haut débit. Donc, il y a un plan national de déploiement de ces réseaux-là, avec des opérateurs qui sont désignés et qui se répartissent les territoires. Et les collectivités locales peuvent avoir un rôle complémentaires pour orienter et encourager plutôt et pousser, enfin faire de la mobilisation auprès de ces opérateurs pour que le déploiement soit le plus rapide possible.
dans tous les territoires. Et certaines métropoles ont aussi fait le choix de déployer leur propre réseau de fibre optique sur leur territoire, souvent pour des raisons de souveraineté et donc de propre Bah oui, circulation de la donnée qui pour s'entendent des quand même en services fait. publics. Dans la mesure, enfin, c'est comme pour les réseaux d'eau, etc., qui sont souvent gérés par des, euh, des offices publics. Là, on pourrait imaginer que ce soit la même chose pour les réseaux aussi critiques que les réseaux numériques. Ça existe, hein, certaines villes ont fait le choix en fait d'avoir des réseaux d'initiatives publiques qui ne sont pas forcément déployés sur tout le territoire, mais qui sont déployés notamment pour certaines infrastructures, typiquement pour le pilotage à distance du réseau d'eau ou du réseau de transport. On a besoin d'une infrastructure très performante sur la circulation des données qui soit en plus très sécurisée, puisque c'est aussi une des grosses problématiques pour les villes de comment sécuriser par rapport à toute attaque extérieure informatique ses propres infrastructures urbaines, puisqu'aujourd'hui, on l'a vu plutôt dans des pays étrangers où des réseaux et des villes ont été paralysés pendant plusieurs jours parce que suite à des attaques informatiques. Donc, une importance La région très Grand Est, grande de par la exemple. vigilance. La région Pardon. Grand Est récemment a subi une attaque justement, donc on n'a pas besoin d'aller à l'étranger, mais bien dans l'Alsace pour voir ce genre de phénomène. Sur ces questions, je suis pas sûr que nous, à Strasbourg, les réseaux de fibre soient publics en tout cas. Hein. Non, 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 il me semble Ouais. qu'elles sont déléguées à un opérateur privé. Dans les autres territoires, c'est également le cas. Hein. Donc, il y a à la fois les réseaux privés pour le grand public et des réseaux publics sur certains territoires pour des usages plutôt euh, politiques publics. Est-ce que pour revenir sur la question des données, par exemple, il y a une donnée là euh, qui est en train de remonter, c'est celle du stationnement. Il est question que les données captées par Striteo soient utilisées par la ville de Strasbourg. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable de mettre en open data ou est-ce que finalement, il y a des données voilà, que vous ne mettrez pas en open data et, et est-ce que quand il y a eu, est-ce que quand il y a ce choix, on peut, enfin voilà, on peut savoir le débat qu'il y a eu. Alors moi, j'étais pas là au mandat précédent, donc j'ai pas tous les éléments en tête pour répondre à cette question. Je pense que pour chaque jeu de données, évidemment, il y a la question de la sécurité à se poser. Qu'est-ce que mettre en open data ce jeu de données représente en termes de sécurité du territoire ou non? Et ça, évidemment, c'est une question que j'étudierai avec l'adjointe à la sécurité, en l'occurrence, qui saura mieux dire que moi quelle donnée est sensible et donc ne peut pas être partagée ou quelle donnée ne l'est pas. Antoine, est-ce que vous avez des exemples alors il y avait cette histoire des nettoyages des toilettes, mais est-ce que vous avez eu des villes qui ont publié un jeu de données en open data et qui se sont rendus compte qu'il fallait arrêter tout de suite parce qu'il y avait des mauvaises utilisations, voire des utilisations nocives d'un jeu de données? Alors, souvent, les villes sont plutôt... il y a plutôt un problème de pas d'utilisation des données que de mauvaise utilisation. Hein. Souvent, on a un gros fantasme sur le fait que des gens mal intentionnés vont utiliser les données pour X ou Y Ça arrive raison. jamais en fait. Ça peut arriver. Effectivement, il y a quand même des risques importants de sécurité publique pour certaines données, d'infrastructures cruciales, etc. Donc ça peut être normal qu'elle ne soit pas publiée. Si je voulais prendre un exemple aux États-Unis, à New York, où il y a quelques années, la ville de New York a décidé de mettre en open data un jeu de données sur les taxis new-yorkais et les courses réalisées par les taxis new-yorkais. Et en fait, il s'est révélé que ce jeu de données avait été insuffisamment anonymisé et des personnes se sont amusées à réidentifier certaines courses, ce qui a provoqué un gros débat, ce qui a provoqué le retrait du jeu de données, mais aussi ce qui était assez intéressant, du coup, un gros débat sur comment on fait pour que l'anonymisation soit suffisante pour que, Oui. que le jeu de données puisse être publié. Donc finalement, ça a été republié quelques semaines, quelques mois plus tard, mais il y avait eu comme ça des retraits et republications de certaines données.
Alors ça c'est une question un peu piège. Si vous arrivez pas, vous le dites. Mais en fait, c'est pour vous Antoine. Hein. Quel est euh, la la publication open data qui a donné lieu à l'application la plus intelligente au sens plein du terme cette fois que vous ayez vu dans votre veille. J'avais prévenu que c'était une question piège. Non, mais en fait, globalement, ce qui marche le mieux aujourd'hui en termes d'open data, c'est à l'échelle territoriale, c'est la question des données de transport. Où, Ouais. où toutes les collectivités maintenant sont tenues de publier un certain nombre de données sur l'offre de transport à disposition, en fait, il y a une forme de normalisation dans les formats de données de publication qui permet leur utilisation assez facile par tout l'ensemble d'acteurs et qui, en fait, offre des nouveaux services aux citoyens en termes d'information aux voyageurs. Et ça, c'est plutôt positif, donc, puisqu'on va avoir des services qui vont être orientés pour un grand public, orientés pour une personne qui préfère le vélo, orientés pour les personnes à mobilité réduite. Et donc, c'est vraiment une ouverture au marché. En ouvrant les données publiques, on permet à plein d'acteurs du marché de la société civile de créer plein d'applications et ça fonctionne plutôt bien. Et si je peux me permettre, il y a aussi d'autres applications intéressantes, donc plus au niveau national que local, mais sur la qualité des aliments. Et c'est notamment grâce à une base de données Open Food Fact qui permet justement à des applications d'avoir voilà, ces labels sur la qualité des aliments, mais c'est des choses qui sont quand même très utiles nos jours et qui partent juste d'une grande base de données sur la composition alimentaire de certains produits. Ok. Bon bah super, merci à tous les deux. On n'a plus de questions sur le chat. Là, je regarde, on a répondu. Par contre, il y a plein de remarques. Hein. Par exemple, Céline, il y a quelqu'un qui vous indique que l'université de Strasbourg a un data center tout Ouais, neuf ouais. qui vous serait ravi de vous prêter si jamais vous vous voulez. Il y a pas mal de remarques, mais pour les questions, on a répondu à tout. Donc, merci à tous. Merci aux Shadok et aux indépendants d'avoir organisé cette soirée avec nous. Donc, merci Céline Geisman. Donc, je rappelle, vous êtes la nouvelle adjointe ville et numérique de la ville de Strasbourg. Et puis, merci Antoine Courmont, donc responsable scientifique de la chaire Ville et numérique à Sciences Po, et donc auteur de Gouverner la ville, avec c'est un petit opus, mais tout à fait récent, que j'ai pas encore eu le temps de lire, mais qui est sur ma liste d'achat très récent. Merci à tous les deux. Et puis donc merci à tous, et donc on va faire une pause dans le cycle Tous connectés et après pendant l'été, et on se retrouve très probablement dès septembre, et peut-être, j'espère, en vrai, parce que c'est aussi une manière de se transmettre des informations et d'échanger, une manière à laquelle nous sommes attachés. Voilà. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.